Bonjour, je suis l'amiral Cloustilière. Après une quarantaine d'années au ministère des Armées, dont une vingtaine à travailler dans le numérique et à la particulier à la cybersécurité et à la cyberdéfense, je suis aujourd'hui président du pôle d'excellence cyber. Le CW, c'est l'événement annuel qui est la vitrine du pôle d'excellence cyber. Et la particularité du pôle d'excellence cyber, c'est qu'il a été fondé par le ministère des Armées et par la région. Donc on a un cluster qui a plusieurs dimensions. Donc il y a une dimension publique, portée par le ministère des Armées, donc avec une cybersécurité qui va être, ou une cyberdéfense plutôt, qui va être extrêmement régalienne, faite pour supporter, favoriser l'émergence d'un écosystème régalien. La deuxième dimension, c'est une dimension privée, puisque quand nous avons créé le pôle d'excellence cyber entre 2012 et 2014, ça s'est fait avec le soutien de 13 grandes entreprises et institutions de formation qui ont pris un engagement devant le ministre de la Défense, devant à cette époque-là M. Jean-Yves Le Drian, une sorte de lettre d'intention, de convention disant devant l'importance de la cyber pour la nation française en application du livre blanc qui était en cours d'édification. Je prends l'engagement de coopérer avec le ministère des Armées pour développer une posture de cyberdéfense nationale. Si les conventions renouvelables automatiquement pour une durée de 5 ans, et dans les actes de la Convention, et je m'engage à soutenir et à participer au développement du pôle d'excellence cyber. La troisième dimension, c'est la dimension régionale. Le pôle d'excellence cyber n'est pas désincarné. Il est ancré dans un territoire dans lequel il y a des ressources très importantes, et un territoire que la région a choisi comme centre de développement de la cyber, et la cyber étant la troisième priorité de développement économique pour la région Bretagne. Donc vous voyez, vous avez toute une conjonction qui fait qu'on est par essence, notre ADN est à quelque chose de public-privé pour favoriser de façon la plus souple, sous la forme d'une association, l'existence de cet écosystème, l'émergence. Et ce que vous voyez aujourd'hui, c'en est le fruit. Et cette session, on va avoir à peu près 8000 participants. 6 000 l'an dernier, 4 500 il y a quelques années. Et ça correspond bien à la préoccupation qu'a l'État français, les entreprises, les grands EIV, de trouver une voie dans laquelle il y ait une part de souveraineté ou une part d'autonomie stratégique dans la façon d'approcher le numérique. On a un numérique qui va dépendre de grands fournisseurs, de GAFA ou d'entités chinoises à terme, et à l'intérieur d'architectures dans lesquelles on ne peut absolument pas avoir confiance dans les composants. Il va falloir remettre des processus de sécurité, et des processus de sécurité le plus maîtrisés possible, et le fruit qui viendront de nos grandes entreprises, bien sûr. Vous avez Thales, vous avez Airbus, vous avez Orange Cyberdéfense, Capgemini, Sopra. Et puis à l'autre bout du spectre, vous avez des petites PME et des startups innovantes qui sortent de l'INRIA, qui sortent de la DGA. Et c'est ce que vous voyez aujourd'hui dans tous nos exposants. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est une étape supplémentaire dans la dynamique numérique qui est en route depuis de nombreuses années, en particulier depuis la propagation et la diffusion de l'Internet des années 95. Et il y a des surprises stratégiques ou des évolutions extrêmement fortes quasiment toutes les années. Aujourd'hui, c'est l'IA, et en particulier l'IA générative. Mais peu de temps avant, c'était le big data, ensuite il y a du cloud, et de plus en plus, on voit le traitement des données. Donc ce qui est important, c'est qu'on est derrière, après l'IA, ce sera probablement le quantique. Et ce qui est très clair, c'est que ce qui intéresse, c'est la donnée, et la donnée en volume de plus en plus importante, et avec derrière des capacités de traitement de plus en plus fortes, d'où une géopolitique de plus en plus importante sur le positionnement des data centers, les flux, les voies de transport des données à travers le monde. Et vous avez vraiment une vraie géopolitique. Et l'IA est quelque chose qui va venir
très fortement percuté, très fortement amélioré les capacités de compréhension, de calcul, d'analyse. Frédéric Valette, le directeur technique de la DGSE, a dit qu'hier, l'utilisation de l'IA générative lui permettait aujourd'hui de dégager en gros 15% de temps, 15% d'efficacité dans ses services. Donc c'est quantifié, c'est un chiffre. Alors l'IA pour le ministère des Armées, c'est une nouvelle forme de devenir plus efficient, plus efficace dans tous les domaines, domaines d'activité. Bien sûr, tout ce qui va toucher au combat. Donc ça va bien sûr tout d'abord l'identification, le renseignement, mais aussi l'aide au commandement, l'aide à la décision, la cyberdéfense, mais aussi, quand on va plus loin, c'est tout ce qui est les systèmes de combat, qui soient dans les 3 dimensions et dans l'intégration des systèmes d'armes le plus bas possible. C'est l'intégration d'IA dans des drones, dans des radars, dans des têtes de missiles. C'est des choses qui sont lancées. Et puis le ministère des Armées, c'est aussi l'organisation la plus complexe en Europe. Et pour son fonctionnement, il y a besoin d'une IA un petit peu comme l'ensemble des autres services de l'État, là sous l'égide de la DINUM interministérielle, l'utilisation de l'IA pour optimiser. Il y a déjà les laboratoires au sein du ministère pour optimiser la consommation d'électricité. Et toute cette affaire d'IA est confiée à une agence ministérielle qui s'appelle l'AMIAD, ici à Rennes, à proximité de l'arsenal cyber. Et IA et cyber, c'est quelque chose qui doit marcher de concert. Et c'est bien ce qui a été déclaré aussi par le général Bonnemaison, le commandant de la cyberdéfense, en disant: moi j'ai besoin de l'IA, moi j'ai besoin de l'AMIAD, comme moi j'ai besoin de la DGAMI pour fabriquer les armes informatiques dont j'ai besoin, et j'ai besoin de l'IA pour m'aider à comprendre, gagner les 15% d'efficacité évoqués par Frédéric Valette. Après, quand on prend le domaine de lutte particulier de la cyberdéfense, bah oui, on a besoin d'IA pour analyser les dispositifs adverses, pour analyser les flux sur Internet, pour analyser la désinformation. Donc, une IA qui va de la partie aide à la décision, renseignement, aide à la décision. L'IA dans le CTI est quelque chose d'extrêmement important. Et puis, de l'autre côté, l'IA dans la défense, parce que l'IA pour se défendre va permettre d'optimiser et d'automatiser des tas de traitements pour réserver l'intervention humaine là où vraiment il en a besoin. Là, il faut faire preuve d'innovation. Là, il faut penser différemment et arriver à surprendre les algorithmes. Un algorithme, c'est quelque chose que l'on entraîne et il n'est pas capable de lui-même, du moins pour l'instant, de penser out of the box et d'avoir de l'intuition. Oui, moi, ce que je dirais, c'est vivre son aventure. Voilà, vivre son aventure, vivre ses désirs. Je suis moi rentré dans la marine, bon, il y a bien longtemps, 40 ans, je l'ai dit, pour être marin. Et à aucun moment, je m'étais projeté sur le fait que j'allais devenir spécialiste des télécoms, et puis spécialiste des télécoms, spécialiste de la cyber, et me voir confier le dossier de création de la cyberdéfense des armées. Donc je pense qu'une carrière, c'est un ensemble de rencontres, d'alignements avec des rencontres qui vous font grandir. Puis après, il peut y avoir des rencontres qui ne vous font pas grandir du tout, c'est autre chose. Mais moi, je dirais, vivez votre passion. Moi, j'ai été passionné d'opérations maritimes pendant une partie de ma carrière. J'ai découvert cet espace numérique qui est une terre d'aventure. C'est un espace, c'est pareil. C'est un espace de combat, c'est un espace de conflictualité. Et c'est un espace passionnant parce qu'on a la fusion de tout ce qui est la sphère informationnelle et de la sphère technique. Donc, il y a besoin d'opérationnels, il y a besoin de gens qui comprennent la technique, qui soient capables d'encadrer des équipes, mais qui sont capables de concevoir aussi des opérations. Et très souvent, je disais à mes équipes, innovation tactique, innovation d'usage, combinée avec l'innovation technologique pour être capable de surprendre votre adversaire et de l'emmener là où vous avez envie d'aller. Donc, finalement, la cyber, c'est aussi un combat de volonté. C'est un peu la même chose que dans le monde réel où il y a besoin de force morale et ainsi de suite. Donc, vous voyez, il a dû vous rendre compte que même à quasiment 65 ans, je suis toujours passionné par ce sujet. Et voilà, vivez votre passion. Le numérique, c'est l'aventure de votre génération. Allez-y, allez-y. Voilà, et ce n'est pas que technique. Il faut savoir donner du sens à la technique. Et c'est ça le plus gros challenge qu'il faut relever.
À chaud, l'édition n'est pas encore terminée, mais je pense qu'on a gagné notre pari d'intégrer l'IA de défense. Avec on a une participation record. Je pense qu'on doit être à 8 000 participants, ce qui est quand même des 2 000 de plus que l'an dernier, qui était déjà un record par rapport à l'année d'avant, on était qu'à 1 500. Donc oui, c'est ça qui me frappe le plus. Ce qui me frappe aussi beaucoup, c'est le nombre de délégations étrangères, en uniforme ou pas en uniforme, qui sont venues, qui ont découvert, qui ont été impressionnés par le modèle justement d'association, modèle associatif, le fait qu'on soit un cluster et pas... on n'est pas une... oui, c'est la vitrine et c'est le travail de l'association. C'est nos membres qui organisent les débats. Et effectivement, c'est pour ça que les débats sont des débats de bonne qualité et profonds, parce qu'on est sur des débats de fond et pas sur des présentations commerciales ou des tables rondes que l'on achète à un prestataire de service ou à un organisateur de salon. C'est ça qui nous démarque du reste du monde, et le fait que, oui, c'est vraiment la rencontre annuelle de l'écosystème régalien.